Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, vous commencez à la connaître, Céline Lisraou, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et oui, vous avez lancé ce magazine Zèbre il y a 8 mois maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Le magazine de la neurodiversité. Moi, je trouve que c'est important de vous inviter à chaque fois, parce que d'abord, vous avez monté ce journal toute seule, que c'est un boulot plus qu'intéressant, qui parle de tous ceux qui ne sont pas dans la norme, les TDAH, les DIS, tout ce qui est dyspraxie, ce que vous appelez les zèbres, c'est-à-dire celui qui est un petit peu à côté dans la société. On commence à en parler de plus en plus. Vous êtes, alors racontez-nous un petit peu, vous en êtes au numéro 3, ça marche bien ? Alors ça marche bien, on a la chance d'avoir cette semaine, on a notre 1000e abonné. Alors 1000 abonnés c'est pas beaucoup pour les gros journaux, mais pour nous qui commençons, en moins d'un an, 1000 abonnés c'est beaucoup. C'est des gens qui viennent, qui commandent le numéro et puis les numéros suivants, ça c'est vraiment important. Et ça montre aussi qu'on a la confiance des parents et ça c'est vraiment important. Oui, alors racontez-nous, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs pour les sensibiliser ou les convaincre que c'est important de se préoccuper de tout ce qui n'est pas dans la norme. Quand on a un enfant un peu différent, comment on est alerté ? Alors déjà, la norme, on commence par interroger la norme. Les gens qui sont neuroatypiques, c'est-à-dire qui ne sont pas exactement dans la norme, ça représente 16% de la population. Si vous ajoutez tous les dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, etc. Les gens avec un TDAH, un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, les personnes autistes, on se retrouve, les neuroatypiques, c'est 16% de la population. C'est pas 2 personnes, c'est plus de 10 millions de personnes en France. Ça veut dire vraiment que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la norme, elle n'est pas un peu étroite et un peu étriquée? Est-ce que le vrai enjeu, ça serait pas de faire que tous ces gens-là ne soient plus neuroatypiques, mais se dire finalement la norme, elle est peut-être trop étroite, il faudrait l'élargir. Dans votre édito, c'est-à-dire la multiplicité fait partie de la nature. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance, juste une question sur les TDAH, c'est-à-dire on a vu, vous avez suivi l'ancien ministre de la Santé qui dit être atteint de troubles de déficit de l'attention. Est-ce qu'on ne l'est pas tous un peu? Est-ce que c'est pas une excuse un peu facile Alors non, le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est un trouble du neurodéveloppement. C'est donc biologique. C'est pas une question. Très très longtemps, on a dit c'est des enfants mal élevés et tout. Ça n'a rien à voir avec la manière d'élever les enfants. Un gamin avec un TDAH ou un adulte avec un TDAH, parce qu'on reste avec son TDAH à l'âge adulte souvent, c'est une personne qui est faite comme ça. C'est comme le dyslexique, il ne voit pas les lettres comme vous. C'est pas qu'il fait pas d'efforts, c'est qu'il ne voit pas les lettres comme vous. Donc le TDAH, c'est une neuroatypie et vous naissez comme ça. Pourquoi on a le sentiment qu'il y en a plus aujourd'hui? Il n'y en a pas plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on demande aux gens de rester de plus en plus statiques. Il y a 3 siècles, on ne demandait pas aux enfants de rester les fesses sur une chaise de 8h du matin à 18h30. Et par ailleurs, aujourd'hui, on commence à diagnostiquer. Avant, dans notre génération, puisqu'on a plus 20 ans autour de cette table, dans notre génération, on disait il est mal élevé, il bouge tout le temps, il est épuisant. Voilà. On ne se posait pas la question de pourquoi. Tout comme les dyslexiques, ils n'arrivaient pas à lire au tableau, ils ne faisaient pas d'efforts. Personne ne se disait ce gamin, il ne lit pas parce qu'en fait, il ne peut pas lire. Donc aujourd'hui, on a fait de gros efforts dans le diagnostic, surtout pour les 10, le TDAH, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on a fait de gros efforts pour le diagnostic et ça n'a rien à voir avec quelque chose à la mode ou quelque chose d'éducationnel. Mais est-ce que vous considérez que tout ça, ce sont des maladies ou pas, ou ce sont des troubles? Est-ce qu'il y a une différence pour vous entre maladie et trouble? Elle est énorme. D'abord, le trouble, ça se guérit pas. Quand vous êtes dyslexique, vous pouvez faire de la remédiation, vous pouvez aller voir quelqu'un qui vous apprend à mieux lire, etc. Mais globalement, vous serez dyslexique toute votre vie. Quand vous avez un TDAH, vous serez TDAH toute votre vie. Et quand vous êtes autiste, qui n'est pas un trouble, c'est une manière d'être. L'autisme, c'est ni une maladie ni un trouble. Vous êtes autiste, point. Donc, la notion de maladie, c'est quelque chose qui est réversible, en général, et dont on peut guérir. Là, c'est pas une maladie, on peut pas en guérir. Ce sont des êtres humains qui font partie de la diversité de l'humanité. On accepte d'être divers physiquement. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des gens de toutes les couleurs. Donc, la diversité physique, on l'accepte. En revanche, la diversité mentale, on la voit comme quelque chose de maladif. C'est absurde. Donc, pour vous, Elon Musk, il peut être un dirigeant
intelligent et c'est pas un souci qu'il soit autiste. Alors, intelligent, je sais pas. Alors d'abord, il est autodiagnostiqué, donc peut-être est-il autiste, mais peut-être pas, mais peut-être est-il autiste. Et on peut être autiste et insupportable. On peut être autiste et brillant, on peut être autiste et charmant, on peut être autiste et mal élevé. Il est autiste et autre chose. Mais comme les gens qui sont dans la norme, j'ai envie de dire. Mais exactement, c'est-à-dire qu'on n'interroge pas la personnalité d'Elon Musk à travers son autisme. Il se trouve qu'il est autiste. Et il se trouve qu'il est par ailleurs Elon Musk. C'est quelqu'un d'unique. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu ce numéro 3. Donc, je l'ai dit, Olivier Véran, mon hyperactivité est un atout. Vous l'avez suivi. Vous parlez également des rencontres neuroatypiques parce que c'est pas toujours évident de rencontrer l'amour quand on est atteint alors, j'ose même plus dire atteint. Qu'on est autiste ou qu'on a un TDAH. On a un TDAH. Oui. Alors, on a voulu. Qu'est-ce qui est la particularité, oui? Alors pour ce numéro, on a voulu être vraiment on nous reproche beaucoup, mais j'assume, on a voulu vraiment être dans un numéro d'été. Ouais. On parle comme tous les magazines l'été de sensualité, de sexualité, de l'amour, parce que les jeunes autistes TDAH 10 et les adultes aussi, ils ont les mêmes besoins et envies que les personnes qui ne sont pas autistes TDAH ou 10. Le problème très spécifique pour les personnes autistes et TDAH qui ont un TDAH avec la séduction, c'est l'implicite. En fait, la séduction, c'est un jeu. Depuis la nuit des temps, c'est un jeu de séduction entre un homme, une femme, ou deux hommes ou deux femmes, peu importe. Mais c'est un jeu. Et en fait, c'est le jeu pour une personne autiste, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que les personnes autistes sont beaucoup dans l'explicite et l'implicite, elles ont du mal. Donc c'est très compliqué pour une personne autiste qui n'est pas en interface avec une autre personne autiste de comprendre, de faire comprendre à la personne en face quels sont les attendus et ce qu'il attend. Et d'ailleurs, on a une très très belle, alors c'est pas exactement sur l'amour, c'est sur les violences sexuelles. Mais on parle de sexe. Il y a une très belle interview de Marie Rabatel, qui est une femme formidable, qui défend les droits des personnes autistes et des femmes autistes. 9 femmes autistes sur 10 ont vécu des situations de violence sexuelle dans leur vie. 9 femmes sur 10 autistes. C'est-à-dire que ce sont des proies faciles, puisque étant dans l'explicite, elles ont du mal à dire, et les hommes autistes aussi, pareil, elles ont du mal à dire, non là, la main sur le bras, c'est pas possible. C'est une main sur un bras. Donc vraiment, Marie, qui est une femme formidable, je le répète, elle essaie d'éduquer les jeunes femmes autistes surtout, aux limites à ne pas dépasser, comme un violentomètre, en fait. Ouais, et comment elle leur apprend alors, puisqu'ils ne l'ont pas à l'intérieur d'eux-mêmes, comment elle arrive à leur faire comprendre qu'il faut dire non? Alors, comprendre qu'il faut dire non, on comprend tous qu'il faut dire non, autiste ou pas autiste. Là, pour le problème, c'est la limite à partir de laquelle on dit non. À partir de quel moment, une main sur la main, c'est amical. En fait, tout dépend du contexte. Dans les rapports humains, tout dépend du contexte. Tout à l'heure, vous êtes passé, vous m'avez mis la main sur le bras pour me dire bonjour. C'était purement amical. On serait dans un autre contexte, je sais pas, en boîte de nuit, et vous seriez lourdin, mettez la main, ça serait autre chose. Tout ça, nous, qui ne sommes pas autistes, on sait l'interpréter. C'est beaucoup plus difficile pour une femme autiste. Et donc, Marie Rabatel, entre toutes les choses formidables qu'elle fait, elle met en place un violentomètre. En fait, le violentomètre, c'est qu'est-ce que je dois accepter et qu'est-ce que je ne dois pas accepter. Mais à l'inverse, si je lui offre une rose, est-ce qu'elle verra que je suis intéressé par elle, ou elle se dira « Ah ben c'est gentil, c'est joli une rose ». Je sais pas, parce que je ne suis pas une personne autiste, et il y a autant de personnes autistes qu'il y a de personnes, donc voilà. Non, mais parce que c'est vrai que dans le cliché, quand on voit les séries ou autres, où parfois il y a des autistes, ils jouent énormément sur le côté de non-ressenti de sentiments. Alors, je ne pense pas que ça soit une question de non-ressenti. Je parle dans les séries. C'est une interface avec le quotidien qui n'est pas l'interface de la, une fois de plus, normalité. Donc, ce n'est pas ce à quoi nous, personnes qui sommes dans la normalité, qui sommes neurotypiques, attendons. Vous offrez 10 roses à 10 femmes autistes différentes. Je pense qu'il y aura 10 réactions différentes, parce qu'avant d'être autistes, ce sont des femmes. Voilà. Mais entre offrir une rose et commencer à toucher, il y a quand même aussi non, mais j'étais sur quelque chose de très différent. Beaucoup de témoignages, c'est toujours ce qui est très enrichissant dans ces numéros de Zèbre. Il y a cet enfant, celui qui a été un enfant dyslexique, Corentin, qui a trouvé son équilibre en fabriquant des objets, en faisant travailler ses mains. Après, il est devenu écrivain voyageur. Et donc, c'est toujours intéressant, je pense, de voir comment
comment le destin et comment évoluent des personnalités comme celle-là. Et puis aussi celui que j'ai trouvé très intéressant et qui peut intéresser nos auditeurs qui ont des enfants, Petit Poulpe deviendra grand. C'est une crèche qui accueille à la fois des enfants qui ont des troubles et des enfants qui n'en ont pas. Donc c'est cette mixité qui va aussi enrichir les uns et les autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment, pour moi, Poulpi, c'est l'exemple de ce qu'on appelle l'école. Alors c'est pas l'école, hein, c'est la crèche, mais inclusive. C'est-à-dire qu'on ne prend pas 3 enfants différents, neurodifférents, en le mettant au milieu de 30 enfants avec une AESH, c'est-à-dire une aide scolaire, une aide scolaire. On se dit, voilà, on va être à parité, c'est-à-dire qu'il y a 10 enfants neurotypiques et 10 enfants neuroatypiques. Et il se passe un truc génial, c'est que en grandissant ensemble, ils apprennent l'altérité. Quand on voit que en cours aujourd'hui au collège et au lycée, on donne des cours pour apprendre à être respectueux des autres, en fait, ça s'apprend pas, ça s'éduque le respect des autres. Et donc évidemment, quand on est éduqué depuis sa plus petite enfance avec des enfants différents, des enfants autistes, des enfants avec un trouble du déficit de l'intelligence, enfin des enfants différents de la norme, ces enfants différents de la norme, ils deviennent normaux. Ils sont dans la norme, et c'est ça qui est formidable avec Poulpi, et ce qui est ça qui devrait être le cas dans toutes les écoles en France. C'est en faisant grandir les enfants côte à côte, il n'y a plus de problème de normalité et d'anormalité. Il y a juste des enfants qui sont tous très divers et qui avancent à leur rythme différent. Vous parlez donc, Valérie, on a parlé au début, il y a l'interview d'Olivier Véran. Pourquoi il a voulu vous en parler et en quoi ça l'a un peu embêté dans son métier de ministre? Alors, on en a parlé avec Olivier parce que je connais Olivier. On sait beaucoup, on a beaucoup travaillé ensemble quand il était ministre de la Santé. Moi, j'étais directrice d'un autre journal qui s'appelle Rose Magazine. Et en fait, on a beaucoup milité dans le cadre de Rose Magazine parce qu'au début du Covid, toutes les opérations étaient annulées, et y compris les opérations de chirurgie de cancer. Donc, nous, on était vraiment vent debout contre ça. Et donc j'avais le portable professionnel du ministre, et en général j'ai envoyé des petits messages à 4h30 du matin. Nous journalistes, on sait bien que si on veut avoir une réponse, il faut être en haut de la liste quand il va ouvrir son téléphone. Donc moi à 4h30 je mettais mon réveil, j'envoyais mes SMS, et en général je m'attendais pas à ce qu'il me réponde avant 8h, mais à 4h35 il me répondait. Il répondait tout le temps au taquet, et c'est vrai que quand on le voyait pendant le Covid, on avait le sentiment qu'il avait dit Olivier Véran. Des fois, je me disais, mais il a une doublure, ce garçon, c'est pas possible, on le voit partout. Bon. Et en fait, Olivier Véran, il dort jamais. Il dort jamais, et c'est comme ça qu'il a été diagnostiqué. C'est-à-dire que pas dormir quand on a 30 ans, 40 ans, ça va. Quand on approche de la cinquantaine, ça commence un petit peu à piquer. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que, en fait, il est comme ça depuis tout jeune. Il a toujours été complètement zébulon. Il s'est autorégulé, c'est-à-dire qu'il écoute des heures de musique, ce qui lui fait beaucoup de bien. Il fait beaucoup de sport. Mais à un moment, c'est devenu trop compliqué. Et c'est comme ça qu'il était diagnostiqué pour ses problèmes de sommeil. Et ensuite, ça a été difficile pendant sans doute les études, parce qu'un trouble déficit de l'attention, ça veut dire qu'il faut poser son attention, ça veut dire aussi que c'est possible. Mais en revanche, dans son emploi du temps de ministre, ça veut dire qu'il a pu se surmultiplier avec une espèce d'énergie dont on avait l'impression qu'elle était sans fond, vraiment. Il y a énormément de choses dans ce magazine, on n'a pas le temps de tout détailler, et heureusement, parce qu'il faut le découvrir, ce nouveau numéro de Zèbre, le magazine de la neurodiversité. J'ai bien aimé dans le communiqué de presse, c'est un média ovni, et c'est exactement ça. C'est un magazine qui ne ressemble à aucun autre, parce qu'il traite d'un sujet dont personne ne parle, ou alors des articles assez succincts. Là, vous expliquez à certaines mamans, enfin il y a des mamans qui témoignent de leur valise avec un enfant un peu différent. Il y a énormément de choses. Anticiper les vacances, anticiper les galères de la rentrée scolaire aussi. Je pense que ça, c'est très important. Donc Zèbre, c'est en kiosque, le magazine de la neurodiversité. Puis on vous attend pour le numéro 4. Merci à vous, et on se retrouve nous dans un instant. Avec Hélène Paris, Valérie. Sud Radio, le supplément média. Tadam! L'invité du jour, Hélène Paris. Vous êtes chanteuse, influenceuse. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous avez près de 400 000 abonnés sur Instagram. 350, un truc comme ça. Moi, je suis toujours généreuse. Et vous publiez ce livre, Tadam, l'anti-manuel du savoir-vivre. Hélène Paris, qui paraît chez Le Duc Édition. C'est un petit bonbon, c'est un petit... c'est une bulle de champagne. Merci. C'est à la fois joyeux,
irrévérencieux, un peu impertinent comme vous l'êtes. Mais c'est ça, c'est pour faire rire les gens, pour leur faire passer un bon moment. On a tous besoin de passer des bons moments. Comme un dessert, un gâteau au chocolat sans prendre de kilos. Voilà, c'est bourré d'humour, beaucoup de conseils, des tips, des conseils pour une soirée idéale, des conseils pour draguer, des conseils pour pouvoir s'échapper la séduction. La séduction. Et on n'est pas dans du Nadine de Rothschild. Hein. Ah non, vous pas êtes du assez tout. cash, C'est hein. lentille. C'est lentille, pas lentille, mais c'est complètement décalé. C'est complètement décalé, oui. Et c'est la vie de tous les jours à la Hélène. Quoi. Alors racontez-nous un petit peu comment vous êtes devenue une influenceuse. Justement, on peut dire votre âge, vous l'avez dit. J'ai 69 ans. 69 ans, et au moment du Covid. C'est l'âge. Voilà. C'est l'âge érotique, n'oublions pas. Oui, alors, 69. on l'a qu'une fois, alors il faut en que profiter. Vous êtes franco-américaine. Je suis franco-américaine, née au Maroc. Oui. Et mariée à un Américain, American. Et puis j'ai habité 10 ans Los Angeles, 10 ans New York, 15 ans Londres, et puis Cocorico depuis le Covid. Cocorico depuis le Covid. Et là, c'est vraiment mieux la France? Écoutez, la France, c'est mon cœur, c'est toute ma vie. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans la râle, les critiques. Il faut les voir de loin comme des enfants qui tapent du pied, des enfants gâtés. Oui, je sais que les gens ont plein de problèmes, mais j'adore les Français. Ce sont des râleurs et on les aime comme ça. Bon, alors comment êtes-vous devenue célèbre à 69 ans? Ou un peu moins à l'époque, 65 ans? Parce que il faut être vrai. Il faut être sincère, il faut être décalé, je crois. Mais vous avez un personnage quand même, vous pouvez pas dire ça. Ah mais je suis sincère, je suis sincère. Il n'y a rien de tricher dans tout ce que vous êtes. Non, je déteste le tricher dans ma vie. Et tout ce que je fais, tous les posts que je fais, je ne prépare rien en amont. C'est toujours spontané. Je pense à quelque chose, je le fais spontanément. Les grands chapeaux, les grandes robes, c'est vraiment vous. C'est moi, c'est moi. Je sors hier, je suis sortie pour la fête des mères, j'étais avec un béret, et puis c'est moi, c'est Hélène. Vous l'expliquez dans votre livre, hein, vous expliquez qu'il faut oser, il faut avoir de l'audace, il faut se plaire à soi-même. Exactement, et si on a envie de mettre une robe longue pour aller acheter sa baguette, mais... Voilà. Do it, allez-y, faites-le. Vous faites des petites vidéos très très drôles sur Instagram. Sur la drague. Oui, mais déjà sur votre livre, vous faites la promotion au Tea Time. Hein. Vous êtes parfois à Monoprix, parfois dans un bain moussant. Voilà, dans un bain moussant. Ou à la laverie avec les rouleaux. Voilà, mais vous n'avez pas répondu. Comment vous êtes devenue célèbre? Vous avez commencé à chanter? Non, j'étais architecte d'intérieur à Londres. Et puis, je travaillais dans le monde entier, à Bahreïn, à Doha, à Moscou, Kazakhstan, etc. Donc, je mettais tout le temps des hashtags, Moscou, hashtag Doha, hashtag, etc. Et un jour, j'étais à Paris et j'ai mis hashtag Hélène in Paris. D'accord, qui reprenait l'idée de... Émilie est venue après moi. Ah non, je suis l'original, s'il vous plaît. Vous êtes l'original, mais vous avez commencé à chanter aussi. Alors j'ai commencé à chanter. C'est comme ça qu'on vous a connu sur les réseaux. Pendant le confinement, les gens étaient déprimés. Je suis de nature, vous le voyez, positive, gaie, et c'est ma vraie nature. Je me lève joyeuse et je me couche joyeuse. C'est ça la vie, c'est comme ça, même avec les galères. Ouais. Et puis... un jour, j'ai décidé de faire des vidéos sympathiques pour amuser toutes mes amies qui étaient déprimées. Tout le monde, on s'imaginait qu'on allait mourir. La façon dont ils nous le présentaient, du moins. Finalement, les gens ont adoré. Un jour, j'ai décidé de chantonner sur une vidéo. Mais qu'est-ce que je chantais mal? C'était horrible. Et ça m'a donné l'idée de prendre des cours de chant. Donc, tous les jours, pendant le confinement, je prenais des cours de chant. Et je me suis dit, tiens, ça marche, ça accroche. Pourquoi je rentrerai pas là-dedans? C'est ça la chance, finalement. C'est de reconnaître quand c'est pour vous. Et puis de là, j'ai sorti un disque. Et après là, ça a cartonné sur les réseaux. Et après, je me suis même présentée, vous vous rendez compte? À l'Eurovision. Quel culot. Oui, mais c'est formidable. Quelle audace. Et vous avez été sélectionnée dans les 5 dernières. Oui. Mais vous auriez aimé remplacer Louane? C'était il y a quelques années. Peut-être la prochaine fois, on verra. Vous avez peut-être vos chances. Vous savez jamais. We never know. Est-ce que vous avez déjà fait du sexe dans une Ferrari? Alors, non, c'est pas l'amour. C'est plus joli que le sexe. Vous trouvez pas? Ça dépend avec qui.
Ah oui, exact. Mais moi, On j'aime fait pas bien l'amour faire et le l'amour sexe avec la Avec même du personne. sentiment, voilà, avec vous le du dites, sentiment. voilà. Oui, mais alors, dans une Ferrari, ouais, c'est la chanson écrite par Marc Lavoine et Bertrand Burgala, qui est une chanson sympathique. Ils avaient écrit depuis très, très longtemps. Et quand ils m'ont rencontré, ils ont dit, écoute, on a une chanson dingue. Et on pensait que on attendait une personne dingue comme toi pour la chanter. J'ai dit, banco, je la chante. On écoute. On écoute. Faire l'amour dans la Ferrari. C'est pas l'affaire de n'importe qui. Oh, Faire belle voix, hein. l'amour. Maintenant ça va. c'est bien. Maintenant c'est bien. C'est Ouais. bien, hein? Et- Mais je travaille énormément. Vous m'avez pas répondu. Pardon. Ça vous est déjà arrivé? De quoi de faire dans la Ferrari? Oui. Je crois pas dans une Ferrari, dans une autre voiture, Une mais ça. Bentley? Quand j'étais plutôt. Non, quand j'étais plus jeune, donc j'avais pas mal au dos. Maintenant, je me risquerais eh oui. pas à faire ça. Voilà, alors il y a du drôle, il y a du sérieux, il y a du moins sérieux. Mais par exemple, vous parlez, il y a tout un chapitre Nobody is perfect, la bouffe, la minceur, la beauté, les obsessions du siècle. Et c'est très drôle parce que vous parlez des implants fessiers. Ah ouais. Ça, Mais comment c'est- elles font pour s'asseoir? Mais voilà, c'est ce que vous dites. Et puis les toilettes. Vous Mais dites ça- comment elles font pour ça- aller aux toilettes? Ça devient vite un exercice d'acrobatie, trouver la bonne position sans perdre son équilibre. C'est un livre feel good, c'est un livre qui fait rire, c'est un livre dans lequel on peut trouver aussi des conseils, j'ai envie de dire, de bonheur, de joie de vivre, de dédramatiser un peu les choses. Oui, Vous dites, absolument. ça se termine par prenez soin de vous, riez de tout votre cœur, dansez même sans musique et surtout n'oubliez jamais, la vie est une fête, alors allumez vos bougies et brillez toujours. Alors c'est pas toujours facile pour tout le monde. Je sais. La vie n'est pas simple. Mais j'ai eu des problèmes. J'ai eu Oui. moi aussi de graves problèmes. Et puis, avec la bonne humeur, avec le sourire, et tout passe. Tout passe. Ça passe. Mais est-ce que l'argent fait le bonheur? Ça aide. Ça, c'est certain. Mais je connais plein de gens qui sont très fortunés, qui sont vraiment pas heureux. Donc, je crois que le bonheur est au fond de vous. Qu'est-ce que la notoriété a changé pour vous? Bah rien, je suis la même. Moi, mon but, c'est de donner de la joie aux gens. Quand je vois les gens dans la rue, tout le monde me dit merci. De quoi? Ben, vous nous donnez le sourire. Voilà. Mon pari est gagné. Mais vous vivez de quoi? Vous gagnez? C'est quoi votre métier? Mon métier maintenant, c'est de faire plaisir aux gens. J'ai arrêté vrai, vous avez l'architecture été d'intérieur. D'accord. Oui, j'ai quelques petits business, mais bon, C'est j'ai quoi, les gagné petits ma business? vie. J'ai gagné ma vie pendant très longtemps, et voilà. Vous êtes à la retraite, on va dire. Même si vous n'aimez C'est pas pas ce mot. vraiment. C'est une retraite financière, Oui, mais pas c'est une ça, parce que retraite. j'ai ouais. posé la C'est question. quoi les petits business? Les petits business, je vais commencer à faire plein de choses. Vous verrez, surprise, On va surprise. voir. Il y a même des recettes de cuisine. Hein. Ça, Ouais. alors, c'est dans le recette de séduction ultime, c'est le gratin magique. Ah oui, Donc, les pommes de terre, de la crème fraîche, une touche de beurre, un soupçon d'ail, du fromage. Mais Alors, après, je fais des recettes. Et puis, il y a en des recettes rajoutant un peu plus absurdes. Ouais, avec des larmes, avec Voilà. du sourire. Voilà. Et puis il y a la position dans le lit aussi qui est importante. Ah oui, alors là, oui, avec Attention, certaines. sujet sérieux. Avec Grand- des grand chapitre. fois, quand on est avec un amoureux, c'est comme si on était avec un coach sportif. Non à droite, non en haut, tourne, non, ça va pas comme ci, comme ça. Et à la fin, on se demande si on doit l'applaudir ou pas. Vous donnez des conseils de séduction. Conseil Vous de dites que séduction. Tinder, pour vous, ça n'a pas été la joie. Donc, vous avez dit stop aux sites de rencontres. Maintenant, je préfère les vraies rencontres. Donc, vous dites les mines d'or. Alors, les salons VIP. Alors, ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et mieux encore, le top du top, l'Eurostar. Ah, l'Eurostar, Alors, c'est pas donné à tout le monde non plus. Parce que vous dites qu'il y a des copines et tout ce qu'elles ont gagné, c'est des miles. Exactement. Mais moi, si j'ai eu de la chance, à C'est chaque vrai fois, tous mes boyfriends, je les ai rencontrés dans l'Eurostar. Ah bon? Ben oui. Moi, je prends souvent l'Eurostar. Et vous arrive rien? Non. Mais il faut venir avec moi. Mais oui, c'est Vous êtes incroyable. très dragué, très sollicité. Ouais, très. Ouais. Dans les Tuileries le matin, oui. Ouais. Et vous refusez les hommes mariés. J'ai vu que vous Ah, aviez, surtout pas. Vous avez fait un poste terrible. Surtout hein. pas. Je ne touche pas les hommes mariés. Voilà. Parce que je trouve que la femme trompée, c'est pas l'épouse, c'est la maîtresse. C'est elle qui attend tout le temps. Ouais. Jusqu'à quel âge on peut draguer? Ben, il n'y a pas de fin. Non. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas de fin. La séduction, l'amour, la passion, c'est magnifique. Et même, vous voyez des vieux dans des maisons de retraite qui se regardent et qui ont les yeux qui pétillent, qui se tiennent la main. Moi, j'appelle ça de la drague. C'est beau, non? L'un de vos secrets, c'est la méditation. Tous les matins. 40 minutes. 40 minutes. Ça fait 40 ans maintenant. Tous les matins, je mets mon réveil à 6 heures.
Et je médite, ça paraît très long, mais au bout de 40 ans, non. Alors, je vous donne l'exemple de ce matin, je me suis levée crevée, mais bon, c'est pas grave, il faut le faire. Et c'est un moment de délice, c'est merveilleux. Je vous conseille de faire, allez, lancez-vous. Les gens me disent, non, mais j'y arrive pas. Mais oui, on peut le faire. Mais pourquoi, si j'arrive à le faire, pourquoi vous pourriez pas le faire? Peut-être 5 minutes, vous mettez une jolie musique, vous fermez les yeux et vous vous laissez aller. Bon, pas à 2 heures de l'après-midi quand le téléphone sonne, etc. Il faut que ce soit très très tôt le matin ou avant de dormir. Et petit à petit, vous allez commencer à prendre goût. Et puis si vous avez quelques pensées qui se baladent dans votre tête, c'est pas grave. Laissez-vous aller. Et ça, pour vous, vous dites que c'est essentiel pour votre équilibre et votre bien-être. Absolument. Il y a plein de conseils pour être la plus belle. Ne testez jamais une nouvelle crème avant un grand événement. Ben non, on l'a déjà fait, ça a foiré. Voilà, ne menez jamais d'expérimentation sur vos cheveux après 21 heures. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça? Non, si, bien sûr. Attention au contouring, ça ne va pas à tout le monde. Non plus. Oui, surtout quand on oublie de bien l'étaler. Absolument. Et puis oui, vous êtes canon, bougez, mangez bien. Dormez, mais pas pour ressembler à quelqu'un d'autre. C'est un petit peu la leçon qui ressort de votre livre, c'est soyez vous-même et n'ayez pas honte de qui vous êtes. Et puis aimez-vous. Vous avez du bide, vous avez un ventre, c'est pas grave, aimez-le comme il est. Et moi, je sais qu'avec l'âge, je suis très mince, mais bon, j'ai du ventre. Ben, je ferai pas de la chirurgie, peut-être qu'un jour plus tard, mais pour l'instant, ben, il est là, je l'aime, et je l'accepte. La chirurgie esthétique, parce qu'il y a des petites maximes, est à l'être humain ce que le tuning est à l'automobile. Ça coûte cher et c'est rarement joli. C'est très drôle. C'est génial. Ouais. Allez, la question bateau qu'on pose à ce genre d'invité, Valérie. Est-ce que vous avez été contacté par Danse avec les stars et est-ce que vous avez été contacté par Masked Singer? Alors, Danse avec les stars, non. Vous le feriez? Non. Non. Pourquoi? Je n'aime pas cette émission. Je trouve ça un peu ringard. Les robes à paillettes et les collants, je sais pas, c'est pas moi. D'accord. Et puis on peut pas danser avec des grands serre-têtes et des chapeaux. Vous pourriez leur imposer. Oui. Et Masked Singer, on vous a proposé ou pas? Ah, ce serait sympa, ça peut-être, pourquoi pas. Vous choisiriez quoi comme personnage? Qu'est-ce qui vous ressemblerait? Minnie Mouse. Ah oui? Pourquoi? Je sais pas. Bah maintenant c'est foutu. Non, maintenant, non, mais il trouvera autre chose. Fort Boyard. Ah non, les araignées, les cafards, etc. No, it's not for me. C'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous disent vos abonnés parce que vous parlez à 400 000 personnes? Ben, je les fais rire, je leur fais passer un bon moment. Ils sont contents. Ils demandent quand je poste quelque chose sur un dîner, alors comment était le dîner, est-ce qu'il était bon? Les gens attendent. La rencontre la plus incroyable que vous ayez faite? Avec une personnalité? Quelle personnalité vous a marqué dans tous vos dîners? Dans tous mes dîners, pas tout le monde. Tout celui qui rentre chez moi, je les aime. Et comment vous avez rencontré Marc Lavoine et Bertrand Burganin? C'était ma manager à l'époque on nous avait contacté, on nous avait proposé un duo. Et en l'écoutant, ma manager de l'époque avait dit on va le proposer à Marc. Et puis Marc a dit banco tout de suite. C'est génial. Ouais. C'est génial. Mais vous dégagez en tout cas quelque chose d'extrêmement sympathique et joyeux. Merci. Une femme libre, une femme joyeuse. On vous retrouve donc sur votre Instagram, Hélène in Paris. Et puis Talam, l'anti-manuel du savoir-vivre. Hélène in Paris, c'est le livre qui paraît chez Le Duc Édition. Vous appelez ça un livre de caisse, c'est-à-dire qu'on prend comme ça à la caisse? On prend, vous pouvez voyager avec, vous prenez le train avec votre petit sandwich. Et puis c'est un bon moment. Voilà, absolument. Ou un livre, mon libraire appelle ça un livre d'assiette. Vous recevez des invités, vous avez envie de faire un petit cadeau, vous le mettez dans l'assiette. Ah, c'est génial. C'est une très bonne idée. Et ça, vous pouvez l'acheter à la Fnac et partout, ou sur Amazon ou dans toutes les librairies. Merci à vous, Hélène, d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio.